Et à tous et bienvenue sur le plateau de la Web TV de Planète Science. Et autour de ce nouveau plateau ce soir, nous avons plein d'invités finalement. Donc nous avons Jérémy Laville qui est participant à la Coupe de France de robotique. Exactement. Voilà. Après nous avons Jocelyn Lucas, directeur de Proxinov. Voilà, avec lui on va revenir un petit peu également avec Xavier Suzanne. Oui. Automaticien roboticien de chez SICAM. Voilà, et donc avec eux on va revenir sur la robotique et l'industrie. Oui, voilà. absolument. Et donc eh bien, revenons déjà tout de suite sur cette première journée de la Coupe de France de robotique. Donc que s'est-il passé? Donc j'ai récupéré toutes les stats moi de chez Guillaume Gentil, de chez Papa Poule, comme on le dit si bien. Donc il ne peut pas être là ce soir, il est occupé. Il prépare déjà la deuxième série qui va se dérouler juste après cette émission. Et donc nous avons eu 48 matchs déjà, donc 171 équipes attendues, 158 arrivées, des homologués, on en a 107 qui sont homologués. Hop, une feuille de moins. Après on a 48 matchs qui sont déjà déroulés, 48 matchs avec 37 victoires, 36 défaites, 12 égalités, 11 forfaits. Voilà, tout ça c'est bien. Et après, quelles sont les actions qui ont été le plus jouées? Eh bien nous avons... Je découvre aussi en même temps les scores que vous. Donc les modules lunaires dans un support 79, la Funny Action fusée 69, les minerais dans la soute nous en avons 52 et les modules lunaires dans la zone de départ 35. Voilà, ça c'est pour les chiffres qui vont intéresser que les passionnés de la Coupe de France de robotique et qui les connaissent. Ouais. Voilà. Maintenant justement, la Coupe de France de robotique. Eh bien, comment faire le parallèle entre la vie actuelle, l'industrie, la robotique, la Coupe de France de robotique, ça pourrait s'insérer dans un projet, un projet industriel, notamment avec Xavier. Xavier, ancien participant de la Coupe de France de robotique, il me semble. C'est ça, j'ai participé en 2005 et 2006, donc par le biais de mon école d'ingénieur qui est l'ENSIM. Et oui, il y a quand même des sacrées analogies entre la dimension du projet Coupe de France de robotique et le marché professionnel, la vie professionnelle. Et maintenant, de la Coupe de France de robotique, on se retrouve chez SICAM. SICAM, qu'est-ce qu'on pourrait en dire un petit peu? Alors, SICAM, en fait, on conçoit, on fabrique et on installe des systèmes automatisés qui vont de l'ordre de convoyeurs, portiques, îlots robotisés, pour des clients principalement liés à l'industrie automobile et aussi d'une manière internationale. Très bien. Et donc du coup, SICAM, c'est un peu lié aussi avec Proxinov. Et là on a juste Jocelyn Lucas, le directeur de Proxinov. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques petits mots sur votre société? Alors Proxinov, c'est une structure qui est là pour accompagner les entreprises vers la robotique. C'est la mission première, donc on fait tout ce qui est études avant l'implantation, l'intégration robotique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas passé le cap, et donc notre priorité c'est celle-ci, c'est de les prendre en main, d'abord définir avec un diagnostic sur la faisabilité technico-économique, il y a la dimension économique qui est très forte, et puis après aller jusqu'à des simulations, tests, faisabilité, et rédaction du cahier des charges de façon à ce que l'industriel puisse aller de manière sereine vers la robotique. Ça, c'est la mission première de Proxinov. Après, on participe au développement du territoire, puisque nous sommes aussi une structure qui est financée par les collectivités pour pouvoir justement améliorer la compétitivité industrielle française. Et donc, on est porteur également d'un projet ambitieux sur le territoire vendéen de campus robotique et manufacturing. C'est ça, donc c'est-à-dire que il y aura du développement de structures, d'établissements de robotique un jour sur le campus ici de La Roche-sur-Yon. C'est déjà envisagé, puisque a été accordée une concession de 11 hectares autour du plateau technique que l'on pilote, justement pour pouvoir accueillir des entreprises. On a beaucoup d'entreprises dans le domaine de la robotique parce que c'est un secteur extrêmement dynamique et qui souhaitent profiter de cette dynamique pour justement venir s'installer sur le territoire. Et donc, toutes ne souhaitent pas avoir leur bâtiment en propre. Donc, on travaille à la mise en place d'un hôtel d'hébergement d'entreprise, mais également, il y a des terrains et il y a un accompagnement immobilier pour les entreprises qui souhaitent venir bénéficier de l'environnement. Et puis également, il y a déjà une première implantation dont les travaux vont commencer là, cette semaine, avec un centre de formation dédié pour ces pros robotiques. On travaille également à l'implantation de l'ICAM sur le site,
parce qu'on fait déjà beaucoup de formations avec eux. Et puis, il y a un potentiel justement d'accueil d'entreprises autour du service à l'industrie et de la robotique. Donc industrie et robotique justement, c'est comment je vais dire ça? Quelle est la place des robots finalement dans l'industrie d'aujourd'hui? La place des robots dans l'industrie, en fait, en gros, ils vont pas remplacer l'homme en tant que tel, mais ils vont faire une tâche de manière répétitive, et de manière sereine. Et ils vont apporter aussi une sorte d'assistance aussi pour l'homme dans un certain processus. Je peux rajouter quelques points par rapport à ça. C'est-à-dire que le robot dans l'industrie, il vient répondre à un certain nombre de besoins. Alors soit des besoins de qualité, pour améliorer la qualité, mais surtout, on est, comme le disait Xavier, c'est la répétabilité. Et aujourd'hui, pour pouvoir produire plus à moindre coût, eh bien, le robot est une solution. C'est aussi pour répondre à une problématique de recrutement. Aujourd'hui, on a un vrai souci. Ce sont des métiers dans le domaine de l'industrie où il y a une forte tension sur l'emploi. Et donc, pour pouvoir conserver notre industrie sur le territoire, eh bien, il faut développer, améliorer les processus, et notamment par le biais de la robotique. Et ça, c'est un point vraiment crucial aujourd'hui sur lequel on est tous acteurs industriels, intégrateurs, constructeurs de robots, mobilisés sur ces aspects-là. Et donc, pour répondre aux questions, les robots aujourd'hui dans l'entreprise viennent effectuer des tâches où il y a de la forte pénibilité. C'est souvent ce qui nous est demandé en priorité, et pour améliorer la qualité et la productivité. C'est prioritairement sur ces aspects-là qu'on a des demandes. D'accord. Donc en fait, on retrouve finalement les robots un peu partout dans l'industrie, en agriculture aussi également, dans la santé. Est-ce que l'on sait dans quel secteur d'activité on les retrouve le plus? Aujourd'hui, de par notre activité, on en voit énormément dans le domaine industriel, dans l'automobile, que ce soit pour manipuler des pièces ou pour faire de la soudure, ou même de la peinture. Mais après, je pense que dans le pharmaceutique, il doit certainement rien avoir. Parce que pour tout ce qui est système d'assemblage, là, je m'avance un peu, mais je pense que vous avez peut-être plus l'occasion de voir ce genre de sujet. Alors, là où on trouve le plus de robots, ce sont effectivement dans les industries qui font de la série et de la grande série. Historiquement, les robots sont installés prioritairement dans le domaine de l'automobile. C'est là où on en trouve le plus sur l'assemblage et la peinture, en l'occurrence. Mais du fait de l'évolution des technologies aujourd'hui, eh bien, les robots vont vers différents types d'industries, qu'elles soient agroalimentaires, pharmaceutiques, etc. Et plus ça va, plus on a des robots qui descendent sur des chaînes de production où on est sur la moyenne, la petite série, voire de la pièce unitaire. On a un déploiement important de robots, pas suffisamment encore, je trouve. Mais on a une diversité de possibles. Et en fait, c'est plutôt l'imaginaire qui nous bloque par rapport au potentiel des robots. D'accord, l'imaginaire des robots. Donc en fait, à chaque fois qu'on va imaginer et concevoir un robot, finalement, ça va toujours être un homme qui va imaginer et concevoir ce robot. Un robot, pour l'instant, ne peut pas se concevoir tout seul. On aura toujours un homme, finalement, autour de la robotique. L'humain sera toujours là, présent. Heureusement, oui. Demain encore. Alors, dans certaines... Isaac Asimov, qui a écrit Le cycle des robots, les usines de robots qui fabriquent des robots par des robots. Voilà. Mais c'est la science-fiction. Derrière ça, effectivement, il y a des hommes et des femmes d'ailleurs, pour pouvoir concevoir, maintenir, installer, programmer. Modifier le programme aussi. Exactement. On a énormément de métiers qui sont rattachés à la robotique. Et je pense qu'on est sur un équilibre. Alors c'est vrai qu'il y a une mutation des métiers. C'est ce que l'on constate aujourd'hui. Des tâches à très basse valeur ajoutée aujourd'hui évoluent. Il y a nécessité de les faire évoluer vers des métiers où il y a nécessité de plus de gens formés. Impeccable, très bien. Donc du coup, l'intégration de ces robots dans l'industrie, ça va ouvrir de nouveaux emplois finalement aux hommes, en tout cas, de nouvelles perspectives. On aura toujours des électromécaniciens, des concepteurs. Et donc finalement, ce campus aura une bonne place. Et du côté de SICAM, toujours de nouveaux objectifs. Oui, on pense surtout actuellement à l'évolution un petit peu des robots.
On intègre déjà un showroom dans notre entreprise pour pouvoir évoluer vers la vision, en fait, pour accompagner dans de nouveaux rôles pour le robot. Aujourd'hui, le robot va manipuler les pièces, mais pour anticiper la position des pièces dans un îlot qui est en vrac, on s'aide de caméras. Donc, du coup, oui, il y a du développement encore à faire sur les robots et je suis sûr qu'il y a encore bien d'autres sujets à exploiter encore, quoi. Du développement sur les robots, eh bien, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on va voir en tout cas toute cette semaine ici à La Roche-sur-Yon sur la Coupe de France de robotique. C'est peut-être finalement peut-être les ingénieurs qui sont ici chez nous pour fabriquer, qui ont conçu ces petits robots. Peut-être que c'est là qu'on passe aux robots du jour. Alors les robots du jour, eh bien, normalement, c'est les Twitter, les hashtags. Donc toute la journée, je pense que vous avez dû suivre sur les réseaux sociaux les hashtags CDR 2017 avec notamment les arrivées des équipes hier, les premières homologations qui ont été faites durant toute cette journée entre hier et aujourd'hui et bien évidemment cette première série qui a eu lieu avec ces 48 matchs. Et demain, c'est tout à l'heure après cette émission, ce soir, on va retrouver encore le Prime avec Jean-Marie. Je pense, il me semble, sur la scène tout à l'heure, voilà. Donc là, on voit les tweets, on travaille toujours. C'est la TDS Team, une équipe de la Ferté-Bernard, il me semble. Voilà, il y a du progrès, mais c'est parfait, c'est pas parfait. Ce serait pas drôle, ça. Et oui, on a des équipes qui arrivent et qui me semble que leur robot, c'est pas encore très fini, très finalisé. Non, Jérémy ? Ouais, je peux confirmer, ouais. Ah, c'est ça ? Ouais, des fois on arrive, le robot est même pas assemblé. Donc on a reçu les pièces une semaine avant, il faut les assembler, il faut les piloter, les débugger. Les débugger. En fait, Jérémy, toi, d'où viens-tu en fait ? D'où sors-tu ? Moi, ça fait 11 ans que je participe à la Coupe de France de robotique. J'ai découvert ça quand j'étais étudiant, un peu, voilà, comme tout le monde ici. Et du coup, je suis tombé dedans quand j'étais adolescent et j'en suis plus jamais ressorti. Une petite pause l'année dernière, mais c'était un incident de parcours. Et voilà. Après, d'où, originement parlant, je viens de Grenoble, donc c'est pas la porte à côté. Une petite traversée de la France. Et oui, parce qu'on a 200 équipes qui sont là ici à La Roche-sur-Yon, mais elles viennent de partout en France. Et plus du coup avec Eurobot, qui là c'est un Eurobot Open, on l'a vu hier, c'est un peu Europe et plus, voilà. Ouais. Effectivement. Mais 11 ans, pourquoi toujours participer encore à cette aventure ? Eh ben, par passion. Parce que quand on aime quelque chose, on aime le pratiquer. Et voilà, moi, c'est une passion que je me suis découvert assez tôt dans mes études. Et passé mes études, j'ai continué à l'entretenir avec un groupe d'amis dont on s'est d'ailleurs rencontré sur la coupe auparavant. Et on a décidé de monter une petite équipe de robotique amateur, sans aucune structure, contrainte et très très peu de budget, de façon à proposer des choses un peu originales. Qu'on n'a jamais vu à la coupe. Parce qu'on l'a tous fait quelques années durant, on a tous vu des robots relativement similaires avec des pinces, des capteurs, des roues. Voilà. Et on en vient au sujet qui fâche, les roues. C'est quelque chose d'assez simple pour un robot, puisque c'est facile, c'est précis, c'est rapide. Donc nous, ça ne représentait aucun challenge pour nous. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, qu'on avait déjà exploité, on avait déjà été loin avec des robots à roues. On a dit stop les roues. On fait maintenant des déplacements qui se basent sans roue. Donc là après on a une ouverture de possibilités, ça va des pattes, de la glisse jusqu'à la bascule, enfin voilà, il y a une innombrable possibilité à imaginer. Et par contre du coup c'est vrai qu'on se décale un petit peu de la compétition en elle-même parce que forcément ces robots-là sont moins efficaces. Voilà, il y avait un mal pour un bien ou un bien pour un mal, ça dépend comment on le voit. Mais voilà, donc on a décidé d'entretenir cette passion commune et de se rencontrer à la coupe au moins 4 jours par an pour échanger ensemble, travailler et avancer sur des robots. Voilà. Et cette année aussi encore. Et cette année, à quoi ressemble un peu le robot ? Alors on a 2 robots cette année, puisque je ne sais pas si tu l'as précisé auparavant, mais chaque équipe peut avoir 2 robots, un principal et un secondaire. Donc là, aujourd'hui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, le principal n'est malheureusement pas encore tout à fait prêt. Bon, il reste encore quelques heures et quelques nuits blanches pour y parvenir, donc rien de grave. Par contre, le robot secondaire, donc, qui est plus petit, lui, il est opérationnel et il a déjà participé à la première tour de qualification tout à l'heure. Il a d'ailleurs remporté sa première victoire. Ce qui n'est pas rien pour un robot qui n'est pas efficace. Bon, la chance n'y est pas pour rien, mais il en faut un petit peu.
Alors je vois que tu es arrivé avec une petite boîte. Voilà, alors la particularité c'est que c'est un robot qui ne possède aucune roue pour se déplacer. Et en plus il a une forme assez singulière qui est un cube, qui est quelque chose amené à se déplacer relativement facilement. À part en le lançant comme un dé quoi. Voilà. Et l'idée c'est qu'il va être capable de se déplacer par lui-même. Donc là par exemple il va être capable de s'ouvrir en 3 et de pouvoir aller basculer sur la phase d'après, tout en s'arrangeant, en répartissant les efforts pour que le poids se répartisse d'une phase de départ jusqu'à une phase d'arrivée, etc., etc. Donc après, on peut imaginer plein de types de déplacements un peu alternatifs, un peu type chenille, où on va avancer un module, puis un autre, puis etc., etc. Donc, voilà, c'est des robots qu'on fait entre amis, sur notre temps libre. Et le seul objectif profond, on va dire, c'est de passer 4 jours ensemble et d'avancer et de s'amuser. Voilà. Beau challenge. Ouais. Et donc du coup, à chaque fois, c'est des robots que les gens découvrent presque en même temps que nous parce qu'on les finit à la coupe. Et c'est des robots jamais vus. Voilà. Oui, donc chaque année, tu ramènes un robot qui a nouveau. une technologie complètement différente. Ouais, contrairement à d'autres équipes qui récupèrent des bases communes d'une année à une autre pour progresser, oui. Et tant mieux, parce que du coup, ça fait grimper le niveau aussi. Nous, on a décidé de repartir de zéro à chaque fois, sur une nouvelle base ou un nouveau concept à chaque fois. Donc vous laissez place à la créativité en fait. Voilà, plutôt ça. C'est-à-dire que quand le règlement tombe, on va dire 90% des équipes potassent le règlement et pondent un robot en fonction. Nous, peu importe le règlement, on potasse un robot et ensuite on regarde si ça peut être adapté à un règlement. C'est un peu la démarche inverse. Oui, voilà. Par rapport à ce qu'on disait en préambule, par rapport à une démarche industrielle, c'est un peu antinomique, mais c'est sympathique en tout cas. Voilà. Mais de façon personnelle, ça me permet aussi de faire le contraste avec mon métier qui est aussi lié à la robotique, moi un peu moins en ce moment, mais dans mon passé récent. Et donc ça me permettait aussi de faire une coupure entre le boulot, qui est aussi une passion à la maison, de façon à décorréler le boulot un peu sous pression et la passion juste pour l'amusement, quoi. Voilà, pour pas me dégoûter complètement de la robotique, quoi. Donc du coup, la Coupe de France de robotique, avec le projet industriel, ça rentre bien dans le cadre de tout ça. C'est-à-dire qu'on a un projet pédagogique, qui est un projet peut-être industriel aussi. Un objectif, on a un objectif, des charges, tout ça, une équipe qui va travailler ensemble. Ça, le relationnel est important. Ouais. Les échanges, les communications. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans le boulot de tous les jours. Et parfois des contraintes budgétaires aussi. Oui, voilà. Pour les équipes. C'est là où bas blesse. C'est là où on voit justement il y a différents types de robots quand on passe dans les stands et on voit que les budgets sont très très serrés et ils font des choses quand même qui sont incroyables. Aujourd'hui, les technologies ont beaucoup évolué. Je vois depuis 11-12 ans. On a vu l'arrivée des machines de prototypage rapide qui sont un stand sur 3, alors qu'il y a 4, 5, 6 ans, il y avait une machine par rangée, on va dire. Donc au fur et à mesure, ça se démocratise, c'est moins cher, c'est plus précis, c'est plus rapide. Donc c'est des choses qui sont utilisées à foison à la coupe, au même titre que des plateformes électroniques de développement accessibles à tout le monde, avec des petites briques déjà codées, etc. Donc c'est des choses qui sont démocratisées un petit peu, et la coupe de robotique en profite évidemment, quoi. Très bien. Et du coup, on voit que Jean Roland nous a rejoint. Jean Roland, il me semble que tu veux essayer de nous définir qu'est-ce qu'un robot ? Exactement. On parle beaucoup de robots et moi ce qui m'intéresse, j'ai fait quelques recherches, c'est un petit peu mon instant geek, et donc j'ai fait quelques recherches et de pop-up au pop-up, j'ai trouvé pas mal d'informations, et moi ce qui m'intrigue, c'est l'histoire de la robotique. C'est de voir cette science qui quelque part a été réfléchie, pensée avant qu'elle n'existe. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est: d'après vous, savez-vous d'où vient le mot robot ? Une question classique. Oui. De l'Europe de l'Est. De l'Europe de l'Est, mais qu'est-ce que le mot signifie ? De quel mot Travail. Travail. Alors, selon d'où on est, ça veut dire plusieurs significations. Il y a le côté travail forcé, donc le travail vraiment qui est dur à mener pour un homme. Et il y a le côté aussi, dans d'autres pays, on l'attribue même au mot esclave.
Donc là, qui donne tout son sens, qui est vraiment l'esclave, donc qui fait vraiment un travail qui est très pénible, dur pour l'homme, etc. Et ce mot, donc vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, a été donc donné par Isaac Asimov. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est qu'on peut remonter encore jusqu'au 1er siècle, où on voit donc premier travail d'automate. C'était pas exactement un robot, mais c'était plutôt des pièces pour les théâtres. Donc c'était Héron d'Alexandrie qui avait donc des systèmes pour cela. Et puis après, on arrive bizarrement à un certain temps qui s'écoule jusqu'au XVe siècle avec Léonard de Vinci, où on a plutôt des croquis, où on y pense. On peut même revenir en arrière dans l'Antiquité avec la mythologie grecque qui parle d'Héphaïstos. Donc on pourrait l'attribuer plus ou moins au robot. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est aller loin en effet, mais pourquoi pas. Après, on peut... C'est des choses en constante évolution, donc plus on le construit, plus on peut rattacher des choses. Exactement. Et après, il y a aussi, là où on va tomber vraiment sur un automate à proprement dit et qu'on pourrait attribuer à un robot. Vous savez qui l'a fabriqué? Non? Bonne question. On pose une bonne question. Hein. Je suis en vacances, je suis pas à l'école là. Ouais, je précise. Alors moi, je suis pas à l'école. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est vrai qu'il y a une compétition derrière, faut pas l'oublier. En fait, c'est le canard de Vaucanson, qui était en fait un canard qui servait en fait à représenter son système digestif. Donc c'est marrant pour moi qui suis animateur scientifique, ça fait vraiment de la médiation scientifique, quoi. Et on peut retrouver donc un peu à la Fred et Jamy, quoi. Un peu à la Fred et Jamy. Effectivement. Et donc après, effectivement, on tombe sur Isaac Asimov qui a inventé tout un univers autour de ça et sur lequel aussi, moi en tout cas en tant qu'animateur scientifique, je m'appuie pour montrer aux enfants un petit peu les lois qui ont été émises à travers ces livres et d'avancer, justement de présenter les robots autrement qu'un robot est là pour faire des tâches à accomplir et puis voilà. Très bien. Et bien voilà. Merci. Petit instant culture. Ça veut dire que, alors, est-ce qu'une machine à café finalement, ça pourrait répondre à cette question, est-ce qu'une machine à café est un robot? Tout dépend. Tout dépend de quoi? Tout dépend de la cafetière au final. Oui. Quel type de cafetière tu parles? Je ne sais pas. La classique, la plus simple. Pourtant, regarde, quand je mets le grain de café avec mon filtre et que j'appuie sur le bouton, elle me fait mon café. Je n'ai pas besoin de... Alors, grain de café, pas le café moulu. Donc là, on a un système mécanique qui va moudre le grain. Donc, qui va après... Donc là, ça serait de la mécanique et donc, ce serait pas forcément... En fait, pour être simple, tant qu'on trouve de l'électronique, de la programmation et de la mécanique, on peut appeler ça vulgairement un robot. Après, il y a plusieurs classifications de robots, bien évidemment, mais on peut appeler ça un robot dès lors où il y a vraiment un système mécanique piloté par un programme et qu'on retrouve de l'électronique à l'intérieur. Et une certaine autonomie. Une certaine autonomie. C'est-à-dire c'est ce qui va faire qu'on va appeler ça un système robotisé. C'est ça. Donc pour en venir à la machine à café, en fait, c'est plus la machine à café qu'on peut trouver dans les aires d'autoroute ou dans les salles de pause qui pourrait répondre un petit peu à ce domaine un peu de robotique. Ce qui fait la différence aussi entre un véhicule automobile classique et un véhicule autonome, où là on va commencer à mettre ça dans la famille des robots. C'est ça. Avec l'intelligence artificielle qui va arriver. Qui est là déjà. Qui est là déjà. Chut. D'accord. Puisque oui, effectivement, si les robots arrivent à rouler tout seuls, forcément, peut-être que les véhicules du futur arriveront aussi, eux, à rouler tout seuls également. Bien sûr. En tout cas, c'est en projet. Clairement. C'est en projet. Il me semble qu'il y a déjà pas mal de travaux avancés là-dessus. Et dans certaines villes, c'est déjà en expérimentation. D'accord, très bien. Impeccable, messieurs. Alors, on a vu tout ce qui était la partie robotique de cette émission. Et donc maintenant, comme on traite sur cette émission Web TV, on traite deux sujets. Alors je pense que Jean-Roland, tu vas pouvoir laisser ta place et on va accueillir... Excusez-moi, je suis désolé. J'ai encore des recherches... Eh oui. À demain Jean-Roland pour un instant geek. Hein, je vais geeker. 19h, 20h. Sans problème. J'ai un match à jouer ici, moi. Bonne soirée.
J'ai un match qui commence à 20h. T'as un match à jouer aussi à 20h? À partir de 20h. Oh bah ça va. J'ai un peu de T'inquiète pas, de toute façon, il faut que je laisse l'antenne aussi au service Web TV, un petit peu de commentateurs qui vont être également sur ce plateau et qui vont commenter la deuxième série de matchs qui va se jouer à porte ouverte, c'est-à-dire que les visiteurs pourront venir ici à La Roche-sur-Yon pour voir et admirer la compétition qui va se dérouler entre ces 200 équipes qui sont attendues, mais pas toutes qui sont arrivées. Alors, sur ce plateau, on a accueilli Aline Chabreuil. Aline Chabreuil, vice-présidente de Planète Science, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Bénévole. Alors, donc on a parlé pendant toute cette première partie de l'émission de un petit peu la robotique. Et il y a une deuxième thématique en fait dans cette émission. Alors je vous l'ai pas dit, je voulais cacher un peu. Ouais, on attend la chute. Voilà. Il y a une deuxième partie qui est en rapport avec le thème de cette année. Et le règlement de cette année, c'est l'espace. Voilà. Donc finalement, on va essayer de raccorder la robotique et l'espace. Voilà. Donc en fait, avec Ameline, on s'est dit depuis, on imagine sur Terre des robots, on les envoie sur la Lune, mais depuis quand on les envoie sur cette Lune? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait avec ces robots? Jusqu'où allons-nous aller? En fait, ça fait de très nombreuses années qu'on lance des robots sur un certain nombre d'objets du système solaire. Alors, il y a eu l'exploration de la Lune et elle a même été faite là par des hommes qui emportaient eux-mêmes des instruments pour faire des mesures. Mais là, la chance, c'est que le robot pour faire les collectes, c'était l'homme. Et donc, pour choisir les bonnes roches à ramener sur Terre pour que les scientifiques les analysent, là, c'était l'homme. Donc, pour l'instant, la planète sur laquelle il y a le plus de robots, c'est la planète Mars, où, là, depuis maintenant presque 20 ans, des robots de plus en plus sophistiqués se promènent sur la surface martienne, collectent des roches, des morceaux du sol, et les plus sophistiqués, les robots les plus sophistiqués font même des analyses. C'est-à-dire que quand la zone est choisie par les scientifiques, le robot se déplace vers cette zone, collecte des éléments du sol, les met dans un petit laboratoire dont est doté le robot, des analyses sont faites, les scientifiques interprètent les données transmises par ce petit laboratoire, et le lendemain, il y a un nouveau programme de travail qui est fait, et ça se passe en ce moment, tous les jours. Les équipes françaises impliquées travaillent toutes les nuits avec les collègues américains à cause du décalage horaire, et en fait ils préparent le programme de travail du robot pour les jours qui viennent, et c'est d'optimiser ses déplacements pour faire le plus de science possible, tout en prenant en compte les contraintes. Il y a de la poussière, on connaît un peu le sol, mais de temps en temps il y a une roue qui s'enfonce. Ouais. Donc il y a à prendre en compte aussi tout ce qu'est la difficulté de faire évoluer un robot qui est un peu loin quand même. Dans un environnement qu'on ne connaît pas en plus et où on ne met jamais les pieds. Pour l'instant, on n'y a pas mis les pieds, mais on y mettra sans doute les pieds un jour sur la planète Mars. Grâce aux robots. Et grâce aux robots qui auront déjà bien fait avancer nos connaissances, on choisira un lieu qui sera favorable à l'arrivée d'un véhicule habité. Certaines phases d'atterrissage d'ailleurs seront tout à fait en mode automatique, si on peut parler comme ça. Maintenant, la date du lancement, la date de cet événement, allez, on va dire que ça se fera un jour. Maintenant, annoncer une date, on peut toujours le faire puisque on ne sait pas si ça se réalisera à cette date-là. Mais il y a aujourd'hui des gens qui s'inscrivent pour des voyages sur Mars. Voilà. Alors déjà, aller sur Mars, c'est un grand voyage, c'est un grand périple. Maintenant, partir de Terre pour aller sur Mars, comment on va faire ça? Comment on va réussir cet environnement, cette étape?
Oh ça on sait le faire parce qu'on sait faire une trajectographie, on sait choisir le bon moment pour aller vers Mars. En général, on choisit un moment où la planète est le plus proche possible de la Terre pour réduire au maximum le temps de voyage. Mais on peut imaginer que si des hommes vont sur Mars, c'est pas pour y aller quelques heures, hein, c'est pour y aller quelques jours, sinon quelques semaines. Et ça, c'est compliqué parce que quand vous envoyez un homme ou une femme dans l'espace, il a besoin de respirer, d'être en parfaite sécurité, de se nourrir, de pouvoir travailler, de pouvoir dormir, et d'être psychologiquement aussi préparé à vivre longtemps loin de la planète Terre, avec un équipage. Hein, il y a des expériences que vous avez dû voir où 6-7 personnes ont vécu 500 jours, hein, ce qui peut être grosso modo une partie d'un voyage vers Mars. Et là, bien, les gens qui ont fait cette expérience vous disent d'abord de manger que des choses comme on peut le faire sans avoir... Il y en avait un qui rêvait de manger des bananes. Quand il est sorti, il a dit « Ouf, je vais pouvoir manger des bananes ». Oui, on ne peut pas cultiver les bananes. On pourra cultiver des choses, mais pas les bananes. Et puis la psychologie, vivre avec un groupe de gens, même si vous êtes bien préparé, si vous êtes quelqu'un de solide, eh ben, vous n'êtes pas à l'abri quand même de trouver ça difficile. Voilà. Donc, ça se fera. Des hommes et des femmes iront sur Mars, mais ce n'est pas simple. Ouais, parce qu'aujourd'hui, pour aller sur la Lune, on saurait le faire à peu près. Mais on l'a fait. On l'a fait effectivement. Ouais. Maintenant, après, à partir de cette Lune, pour aller un peu plus loin. Alors ça, c'est une des idées qu'avaient certains ingénieurs et scientifiques, c'était de se servir de la Lune comme base de départ vers d'autres objets du système solaire. D'où le thème de cette année en Coupe de France de robotique. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a... C'est d'ailleurs étonnant, on parlait de la date d'arrivée sur Mars. Eh bien, quand les hommes sont allés sur la Lune en 1969, c'était quand même pas... c'est quand même pas si, ans, ouais. Voilà, 48 ans, donc c'est à la fois pas si vieux que ça, mais c'est quand même une durée quand même pas mal. Eh bien, les ingénieurs de la NASA, avec les scientifiques, avaient dit bon bah alors c'est bien, on est arrivé. Donc en 1975, il y aura sur la Lune un laboratoire international où travailleront des scientifiques et tout. Et l'idée était, on préparera aussi les moyens pour aller vers d'autres planètes et choses comme ça. Bon, ça ne s'est pas fait parce que c'était sans doute beaucoup trop tôt. Les technologies nécessaires n'étaient pas là. Et puis, il faut une mobilisation humaine, intellectuelle et financière qui n'est pas non plus négligeable. Et donc, ça ne se fera que dans le cadre de la coopération internationale. Aucun pays ne pourra aller tout seul faire une base qui, en plus, est sur des objets qui appartiennent à tout le monde. Hein. Vous savez qu'au-delà de l'espace, de l'atmosphère, hein, grosso modo 200 km, ça appartient à tout le monde. Hein. Donc, si on doit y aller, c'est... Bon. Il y a d'ailleurs des petits malins qui avaient vendu des bouts de surface de la Lune. Et il y avait des gens qui, peut-être un peu naïfs, avaient acheté des mètres carrés sur la Lune qui, évidemment, ils ne pouvaient pas acheter puisque ça n'appartient à personne. Voilà. Mais du coup, avec toute cette nanotechnologie, ces robots, la miniaturisation et tout, pourquoi on envoie encore des hommes sur la Lune, sur la Terre, ou même sur Mars ailleurs? En fait, aujourd'hui, c'est vrai que il y a d'ailleurs des oppositions entre quel est l'intérêt de lancer des hommes et des femmes dans l'espace, alors que on a des satellites et des sondes automatiques qui font de l'excellent travail. Alors ça, on peut en faire, disons, une réflexion technique, scientifique ou même philosophique. Aujourd'hui, c'est sûr que pour observer la Terre, par exemple, les satellites qui tournent, les dizaines de satellites qui tournent autour de la Terre, qui étudient l'océan, l'atmosphère, la Terre,
font bien plus de travail que n'en fait l'équipage actuel à bord de la station internationale. Thomas Pesquet envoie tous les jours de magnifiques images de la Terre qu'il fait. Il en parle avec son émotion. Tous ceux qui sont allés dans l'espace, qui ont vu la Terre, disent la même chose. C'est extraordinaire de voir sa propre planète, elle semble bien fragile, qu'on ne voit pas les frontières et tout. Et d'ailleurs, on parlait de l'homme sur la Lune. Le premier équipage qui n'a fait qu'un tour derrière la Lune, ce qui n'avait jamais été fait, c'était Apollo 8. En fait, l'émotion pouvait être qu'ils n'allaient plus être en contact avec la Terre quand ils passaient derrière la Lune. On pouvait penser que c'était ça la grande émotion. Ils ont dit oui, parce qu'on se disait pourvu qu'on saute de l'autre côté. Mais c'est surtout quand ils sont ressortis de l'autre côté, ils ont découvert une planète qui était la Terre, et ils étaient les premiers à la voir d'aussi loin. Donc eux, ils ont parlé de leur maison, de la maison commune, et donc de vouloir rentrer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que grâce aux sondes automatiques, comme on l'a vu hier à la conférence sur Rosetta et Philae sur une comète, on a fait avancer, progresser les connaissances d'une manière extraordinaire. Maintenant, l'homme, il a toujours voulu aller plus loin. Sur Terre, il a voulu aller de l'autre côté des océans, il a voulu aller toujours plus loin. Donc, on imagine que oui, il voudra aller... bon. Maintenant, est-ce que ça veut dire parce que la planète, vous avez des beaux romans de science-fiction, la planète, on l'a détruite nous-mêmes, donc une arche de Noé quitte la planète pour aller... Bon, ça fait des... Pour l'instant, ça prouve que nous avons tous de l'imagination, ça fait de très beaux films. Des bons scénarios, ouais. De bons scénarios de films. Maintenant, bon, peut-être que là, nos arrière petits-enfants partiront. Voilà. Très bien. Messieurs, quelque chose à ajouter sur un petit peu l'espace et la robotique? Je pense que très bien résumé les choses. On est resté bien écouté. Et oui, c'est difficile d'imaginer le lointain finalement, puisqu'on est là, on est très terre à terre nous avec nos robots qui sont à côté. Mais demain, on va peut-être envoyer d'autres choses à des milliards et des années de distance de nous finalement. Et peut-être que le challenge de demain, ce ne sera pas de les fabriquer, mais de savoir comment récupérer peut-être cette information aussi également. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission. Comme ça, pas de prise sur le direct. Les matchs vont bien avoir lieu à l'heure. Merci à Jocelyn Lucas pour le directeur de chez Proxinov. Merci à Xavier Suzanne, automaticien roboticien chez SICAM. Voilà, merci pas d'erreur. Merci Jérémy, on va te laisser te préparer pour cette compétition. Ouais, il faut qu'il s'échauffe avant de partir. Ah oui. Merci Aline pour cette remarquable explication sur l'espace et les sciences. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve normalement toujours, si tout va bien, si je me suis encore bien débrouillé pour cette deuxième émission. Demain, toujours même heure, 19h, 20h, sur la webtv.planète-science.org. C'est marqué en bas de cet écran. Et sinon, autrement, c'est toujours coupe-de-robotique.fr, Twitter, Facebook, hashtag CDR2017. Et également aux habitants qui habitent pas très loin de La Roche-sur-Yon. On a la veillée aux étoiles ce soir de 22h ici au parc des Oudéries. Et également la deuxième série de matchs où on va retrouver près de 200 équipes qui vont se rencontrer afin de gagner le plus de points et de mettre en valeur tous leurs projets qu'ils ont travaillé ensemble. Et oui, et bien évidemment, on fait signe derrière dans la régie, parce que je suis pas tout seul, on n'est pas que 5 dans la pièce, il fait très très chaud. Demain 32 degrés, profitez-en, boire de l'eau, c'est bien, reposez-vous aussi également. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le direct, eh bien oui, ne quittez pas cet écran. Tout de suite, on va retrouver dans quelques instants, dans peut-être 12 minutes, normalement, si tout va bien, si le direct est bien ficelé. On va retrouver Jean-Marie peut-être et l'équipe de commentateurs ici sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'on va laisser la place pour qu'ils s'installent également. Dans deuxième série de matchs. Voilà. À demain. Merci. Au revoir.